Bonjour mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous nous accordez. Nous sommes ici aux affaires étrangères, on n'y parle pas beaucoup, mais il y a des choses qui s'y font. Nous allons recevoir pour vous les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui va nous dire ce qu'il a fait depuis 8 mois et qu'est-ce qu'il compte faire. Bien entendu, la diplomatie congolaise a beaucoup de problèmes, mais elle a aussi fait quelques avancées. Pour ce faire, nous avons avec nous ici Patient Ligodi, qui est d'actualité.cd, Arlette Mbouy des radios Capi et Jean-David de Télé 50. Je vous disais tantôt que nous recevons pour vous le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Bonjour, monsieur le vice-premier ministre. Bonjour, il faut dire Christophe Lutundula Apala, Penapala, parce que ça va se confondre avec d'autres que Lutundula. Voilà. Je suis dans une grande famille et Lutundula ne manque pas. Vous avez donc compris, pour entrer en matière, vous êtes arrivé à ce ministère en avril dernier. Est-ce que vous pouvez dire à notre peuple, pour rafraîchir sa mémoire, quels ont été ces grands axes de la diplomatie congolaise en votre responsabilité? Bon, disons que la philosophie générale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est que nous devons opérer des changements dans tous les secteurs de la vie nationale. Vivre pas comme avant. Vivre le renouveau. Faire en sorte que ce qui n'a pas pu marcher avant lui marche. Et cela dans tous les secteurs de la vie. Dans le secteur de relations extérieures, de manière générale, nous avons la première option pour le président, c'est faire du Congo un partenaire, un interlocuteur crédible, valable et respecté à travers le monde et en Afrique. Le deuxième axe, c'est faire en sorte que le Congo participe, comme je le dis toujours, sinon au leadership du monde, mais à tout le moins à celui de l'Afrique. Celui-là, d'être à sa portée, ça veut dire que le Congo participe à la solution des problèmes auxquels le monde est confronté, participe à la victoire sur les enjeux du moment à travers le monde et en Afrique. Ça compte que le Congo compte. En un mot, qu'il ait du poids. Et cela est possible. Nous avons des ressources humaines importantes, naturelles. On dit que le Congo est un scandale géologique, ce n'est ignoré par personne. Avant d'entrer en profondeur, mais comment vous parvenez à travailler aux côtés d'un président qui est beaucoup plus diplomate, un président de la République? Bon, je travaille bien. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Si vous lisez l'article 69 de la Constitution, il est notamment disposé que le président représente la nation. Il ne représente pas la nation par rapport aux Congolais eux-mêmes. On l'appelle chef de l'État. Ça signifie qu'il le représente devant les puissances extérieures. C'est le porte-parole constitutionnel. Il est dit également qu'il est garant de l'application des traités, des accords internationaux. Tout ce que nous concluons avec l'étranger, la présidence doit s'assurer que c'est mis en application. Et si vous lisez à l'article, je crois, 213, on dit le président négocie et ratifie les traités. Donc, il a un rôle d'impulsion, de coordination, un rôle de contrôle. C'est le premier diplomate. Monsieur le vice-premier ministre, les diplomates congolais ne sont toujours pas dans les conditions les meilleures. Certains connaissent des problèmes d'il y a des lustres. Quand vous les regardez, vous vous sentez comment et quelles sont les urgences que vous donnez pour résoudre leurs problèmes? Oui, c'est sérieux.
c'est vital. Il n'y a pas de diplomatie sans diplomate. Et les institutions ne valent que ce que valent ceux qui les animent. Et donc, il faut porter une attention particulière. Vous avez dit, il y a des lustres. Effectivement, pas la démagogie. J'ai pas envie de me faire prêter des attentions de procès. Chacun de nous a ses qualités. On peut faire le procès de tout le monde. Mais l'héritage est lourd. C'est le produit de plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de démagogie. Première chose, saisir les problèmes, les identifier. Et c'est ce que nous avons fait depuis ces 8 mois que nous sommes là. Le niveau le plus important, c'est-à-dire le défi le plus fort qu'il faut relever, c'est le contentieux financier. Les arriérés des salaires, les arriérés des loyers. Je ne parle que de diplomates, je ne touche pas les loyers de la chancellerie. Les frais de rapatriement, c'est-à-dire c'est qu'on a rappelé parce que la règle c'est qu'après 3 ans, ils devaient revenir à la centrale. Il y en a qui ont été rappelés, on n'a jamais sorti un sou pour les billets et pour le transport de leurs effets. Les frais médicaux, qui datent de longtemps. Nous avons même trouvé, c'est pénible, des corps de nos compatriotes dans les morgues à l'étranger. Et à cela s'ajoute toute une série de droits liés à leurs fonctions à l'étranger. Il y a les diplomates, mais aussi les engagés locaux. Donc, l'os à croquer, c'est au niveau. Et vous permettez, je ne veux pas vous raconter des histoires, je peux vous donner quelques chiffres ici. Est-ce qu'on peut me donner là, parce que nous sommes dans mon bureau à accepter ça, les papiers pour que je vous donne les chiffres, parce qu'il faut que l'opinion saisisse l'enjeu et la difficulté que nous avons à résoudre les problèmes. Voilà. Vous avez les créances des diplomates. En dollars. 159 millions 391 959 dollars américains. En euros, 12 millions 325 675. En euros, évidemment. Livres sterling, 268 755. Francs suisses, 120 386. Francs CFA, 1 milliard 167 millions 207 950. Et comme je vous ai dit, c'est arriéré des salaires, loyers, frais de rapatriement, frais funéraires et autres charges. Alors, là, le montant est celui-là. C'est démagogique de dire que, comme par une baguette magique, tout sera payé en une année. Monsieur le vice-premier ministre, nous y reviendrons sûrement sur le chiffre et tout. Mais moi, j'aimerais d'entrée de jeu savoir dans quel état vous avez trouvé votre ministère. Et 8 mois après, qu'est-ce que vous avez déjà fait? L'état. Vous voulez parler de l'état physique? En général, le personnel, oui. Tout ça, oui. Le bâtiment, tout. Bon, disons que bon, moi je suis arrivé ici, il faut être sincère. J'étais reçu dans le calme, la sérénité, et certainement, j'ai lu sous les visages des Congolais qui travaillent aux affaires étrangères un espoir de changement. Changement dans leur situation personnelle, changement dans la gouvernance générale de la diplomatie, on n'est pas dit dans le management, la diplomatie évidemment, des affaires administratives. Ils ne m'ont pas posé de problème. Évidemment, de temps en temps, il ne manque pas une certaine frilosité, des petites tensions au niveau de certaines personnes, mais c'est marginal, et les raisons n'en connaissent pas. Et nous avons essayé d'abord de prendre les taureaux par les cornes. On a parlé un peu de personnel, on va arriver à la diplomatie, il n'y a pas de problème. Et les questions administratives pures, la mécanisation. Madame, j'ai trouvé ici 600 jeunes gens qui ont eu de vrais faux numéros matricules à l'approche des élections. Je n'incrimine personne, mais c'est l'état des lieux.
fait, c'est l'État. Oui, oui, l'état de lieu. Et ce sont ces jeunes d'ailleurs qui ont fait la grogne ici. Je leur ai dit, écoutez, à l'époque, moi, je disais comme député que c'était une opération de marketing politique, mais qui était vraiment criminelle. Ces jeunes gens sont là. La plupart n'ont pas d'affectation. Ils ne sont pas mécanisés. Et nous nous sommes réunis avec la délégation syndicale. J'ai signé tout le papier pour la mécanisation. Ça se trouve au ministère de la fonction publique. Mais ce que je dis, il faut savoir suivre. La fonction publique, c'est l'administration nationale. Il n'y a pas que des affaires étrangères. Je dis, il faut une petite équipe avec des délégués syndicaux, avec des responsables à la direction des services généraux, pour qu'au jour le jour, on sache que le dossier est à ce niveau, la direction de la paix, une direction de ressources humaines, des actifs et de la fonction publique. Je sais ça, je connais ça, parce qu'en tant que député, c'est mon travail depuis plus de 20 ans. Je connais tous les rouages en la matière. Et malheureusement, jusque-là, ça tarde un peu. Et hier, à l'occasion de l'adresse pour le début de l'année, le vœu, j'ai encore insisté. Il faut que cette équipe soit là pour arranger la situation de ces jeunes gens. Je ne me trompe pas. Je crois que nous pourrions raisonnablement espérer que la fonction publique pourra régulariser dans un premier temps 100 personnes et graduellement. Bon. Et maintenant, il y a la phase des pays limitrophes. Il ne faut pas oublier que ce sont nos voisins, c'est ceux avec qui nous vivons régulièrement. Là aussi, nous sommes en train de le faire. Le président suit personnellement cette situation-là. Et donc, passeport, j'arrive ici. Des plaintes en un point terminé. Et vous êtes de la presse, vous connaissez ça. À l'Afrique du Sud, 500 compagnies ont payé, capturé. Une année, aucun passeport livré à qui que ce soit. Et France, Belgique, Canada et tout, les plaintes abondent. Alors, j'ai appelé le Premier ministre, je dis, Monsieur le Premier ministre, ça ne se fait pas. Il y a une règle générale, souffrir de ses propres turpitudes. L'administration doit souffrir de ses propres turpitudes. Les compatriotes font confiance, ils ont donné leur argent. Si nos ambassadeurs ont utilisé ça, présomption d'innocence, mais disons comme ça, à autre chose, c'est pas la faute des Congolais et je voudrais qu'on délivre le passeport. Le Premier ministre m'a dit, VPN, allez-y. Je dis, merci, Monsieur le Premier ministre. Une mission est partie en Afrique du Sud. 500 passeports. Donc, 495 passeports ont été livrés. Et ça continue. Dans quelques semaines, nous allons monter en Europe et partout où cette demande s'est faite. Ça se résout et que tout le monde doit savoir que c'est vrai. Le dernier problème de passeport. Si vous arrivez ici le lundi, le jour ouvrable, on risque de vous dire que vous êtes au marché. Marché peut-être pas Gambela, mais c'est tout comme. Alors maintenant, nous étudions la possibilité de passer au système numérique. Et j'en ai parlé au téléphone avec mon collègue Bérante. J'ai chargé ma cellule de communication ici. Nous allons procéder aux essais peut-être dans un mois pour voir comment vraiment arrêter cette histoire du marché. Cette inondation des hommes et des femmes qui sont ici depuis le matin. Quand vous arrivez déjà à 6 heures, c'est plein les affaires étrangères. On va arriver, je ne suis pas spécialiste du numérique, mais j'ai quelques idées. C'est que vous remplissez votre formulaire là où vous êtes. Tout. On vous dit, messieurs, tel, à telle date, on vient faire la capture. Et si on peut décentraliser la capture, il faut la faire. Par exemple, Kinshasa, avoir 4, 5 points de capture. Capture aussi à l'intérieur du pays. Ceux qui sont à Beni, savez-vous, Butembo, qui vont en Ouganda pour la capture. Et aller à l'étranger, c'est dépenser de l'argent. Aller à l'étranger, c'est exposer aussi à une suspicion, surtout si le pays n'est pas en odeur de sainteté avec ses voisins, mais ça c'est pas le cas, nous ne sommes pas des belliqueux ou je ne sais pas quoi, mais c'est une hypothèse qui peut arriver. Moindre étincelle, quand on voit quelqu'un là-bas, ou chez nous, on voit qu'un étranger, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut régler ça. Dans la province orientale, la même chose. Au Katanga, la même chose. Là où il y a des centres de capture, ça fonctionne pas bien. Donc là aussi, cette année, parce que vous n'avez pas de cette année, madame, oui, il faut résoudre ce problème-là.
Ça, c'est à l'interne. Évidemment, sur le plan diplomatique, il y a aussi autre chose à faire. Merci d'abord de nous accueillir. Alors la question est simple. Moi, je vais commencer par l'Angola. On vous a vu vous déployer avec votre collègue vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable. En Angola particulièrement, quand on a eu en mois d'août de l'année dernière la pollution des rivières congolaises, Chuapa, Chikapa et consorts, on attendait beaucoup de votre mission. Finalement, personne n'en parle. Il était question notamment de compensation, de constater, à part les dégâts qui ont été constatés, mais finalement, où est-ce qu'on en est avec ces dossiers? Bonne question. La mission qui a été conduite par ma collègue, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Madame Eva Bazaïba, avec une série de collègues ministres, elle est revenue, elle a fait son rapport. Et il y a le volet l'action humanitaire immédiate. Le gouvernement a agi à travers des déblocages de moyens en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, produits de consommation courante. Ça a été fait et mon collègue Modeste Moutinga des Affaires sociales a tous les rapports quant à ce. Deuxièmement, la réparation, comme vous le dites, le dossier est en cours. Il reste maintenant de mettre en phase les rapports, aussi bien de nos collègues de l'Angola que de notre côté, pour qu'on se mette d'accord sur les réparations à faire. Troisième volet, c'est la prévention. Parce qu'en fait, c'est parti d'une fuite d'une activité industrielle. Il faudra aussi là que des dispositions soient prises. Je vous mentirai si les ministres des Affaires étrangères ont travaux dans les dispositions techniques qui sont en train d'être étudiées pour que cela ne se produise. Le principe de pollueur-payeur, vous l'avez évoqué notamment, mais est-ce qu'il y a un calendrier notamment? On a l'impression qu'on navigue à vue sur cette question. Oui, l'Angola peut reconnaître, l'entreprise peut avoir reconnaître, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez un calendrier pour notamment faire le suivi de cette question-là? C'est une question importante. Je vous ai dit qu'elle se négocie. Et je serai quelque part irresponsable comme les affaires étrangères livrées à des déclarations dans tous les sens. Est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, l'ampleur du dégât? Est-ce que vous avez pu chiffrer, quantifier, ou vous avez au moins en main quelque chose pour dire voici les dommages, voici ce que nous demandons? Les évaluations ont été faites par la mission qui a été conduite par ma collègue. Le dossier existe. Et c'est un dossier, s'il faut en parler en termes monétaires, le dossier des millions de dollars en termes de réparation. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Vous savez, quand on fait la diplomatie, il faut parfois avoir sa langue bien gardée. Il y a des choses qui sont parfois frileuses, et je prends cette responsabilité-là. Il vaut mieux le résultat. Les Congolais n'ont pas besoin de discours, ils veulent savoir. Désormais, il n'y aura plus de pollution. Ils vont boire leur eau, ils vont l'utiliser. Le poisson qu'on va pêcher, ce sera un poisson bio. C'est de cela qu'il est question. Donc, je ne me lance pas dans cette pente-là des déclarations dans tous les sens. De la patience, ça se fera dans la justice. Et pour nous, je m'imagine que les Angolais aussi, il y a la relation avec l'Angola, qui doivent être de relations au bénéfice, pas des dirigeants, mais au bénéfice de nos peuples respectés. De la patience, on en parle toujours avec les pays voisins, mais on a l'impression qu'en dépit du fait qu'on est membre de plusieurs organisations sous-régionales, CAC, SADC, bientôt la communauté est-africaine, on a l'impression que le Congolais ne tire pas profit de cela. Je prends juste un exemple. Les Congolais qui sont expulsés d'Angola, c'est tous les jours. Et ça ne s'arrête pas. En dépit du fait que vous avez, le Congo aujourd'hui, à améliorer ses relations avec ses pays voisins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que cette question-là soit définitivement réglée? Pour que le Congolais, même quand bien même ils seront expulsés, que ça se passe dans des conditions humaines. Je vais aborder une série de questions.
notre adhésion, notre présence dans les organisations. Oui, je vais revenir là-dessus. Mais là, je prends pratiquement la question de... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'expulsion? La personne qui vous parle a eu l'avantage d'avoir travaillé dans sa vie professionnelle au ministère des Affaires sociales. Et j'ai eu à participer à plusieurs négociations sur ces histoires d'expulsion. Je suis pas spécialiste de remuer le couteau dans la plaie. Il y en a aussi d'autres pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, j'ai pas mal en poche, stabilisons-nous chez nous. Il n'y a pas d'Eldorado pour le Congolais à l'extérieur. Je vous parle en vous regardant dans les yeux. Ça fait difficile de vivre au Congo. Tant pis, je l'accepte. Mais on ne vit pas mieux ailleurs que chez soi. C'est nous qui devons changer les choses dans notre pays. Il faut rester chez nous. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que nous, et je fais de cela un point d'honneur, le président de la République aussi, parce qu'il a eu à présider une réunion sur la diaspora ici, nous devons nous organiser pour un meilleur encadrement, une meilleure protection du Congolais de la diaspora. Quel qu'ait été le pays. Et là, je ne vous fais pas de la démagogie. Il y a encore du travail à faire. À faire pour les organiser, communiquer avec eux, et obtenir aussi que nous ayons des expatriés congolais qui sont dans les normes. Comme nous aussi, on existe. Oui, mais pourquoi nous, on ne chasse pas non plus? Parce que c'est également réciprocité. Voilà. Au moins, le respect sera rétabli. Moi, je ne veux pas la réciprocité négative. Nous n'avons aucun intérêt. Nous, quand je dis nous les Congolais et nos voisins, nous n'avons aucun intérêt à faire de la surenchère, à faire de l'exacerbation des tensions. La responsabilité première. Et c'est ça aussi la souveraineté. C'est de raisonner en responsable. La responsabilité première qui est la nôtre, les pouvoirs publics. Partout, il y a des pouvoirs publics pour le peuple. C'est de faire en sorte que lorsqu'il y a un feu qui s'allume, on l'éteint et on évite les dégâts. On ne fait la responsabilité, à mon sens, que on a atteint un certain point où tout n'est plus possible, alors encore que ce soit la pire des hypothèses. Je prends la responsabilité de vous dire ça. Je ne suis pas pour la réciprocité négative, je suis pour la réciprocité positive, et c'est celle-là, c'est le dialogue, c'est chercher des solutions communes, c'est ce que nous faisons. L'autre chose, c'est au niveau sous-régional, évidemment, vous êtes ministre des Affaires étrangères, mais on voit très bien, comme je l'ai dit tantôt, que notre pays est engagé dans une voie d'ouverture avec ces autres pays voisins, et donc dans des organisations sous-régionales. On a l'impression que les autres sont préparés. Moi, pas nous. Je parle exemple notamment de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Quand on dit préparer, ils viennent avec des projets, ils viennent avec l'ouverture. Nous signons sans forcément que nous ayons nous les capacités aujourd'hui de pouvoir nous mettre dans une situation de bénéficiaires en tant que Congolais. Bon, c'est vite dit, et je comprends l'impatience de nos compatriotes. Vous parlez de la communauté de l'Afrique de l'Est, je viens de là. J'ai conduit une délégation. Je vous dis certaines choses, il faut comprendre ça. Le processus, qu'il soit de création d'une institution, d'une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, qu'il soit un processus d'adhésion, c'est le cas avec la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est pas par des claquements de doigts. C'est pas une génération spontanée. Il faut négocier et ça prend du temps. Maintenant, communauté économique de l'Afrique de l'Est, nous venons de faire le dernier round de négociation. Et on a commencé depuis le mois de, je crois, bien avant notre gouvernement, si je ne m'abuse. Domaine par domaine. Secteur par secteur. Les politiques donnent les tempos, tracent les voies. Les experts se réunissent. Et c'est pas facile. Moi, j'ai déjà fait ça, j'étais 10 ans conseiller dans le cabinet. Après cette phase-là, il y a la phase de la ratification, de la signature. Si tout est bien, on signe et la ratification. C'est ça qui permet la mise en œuvre. Et là, chaque État
a le temps d'examiner, de faire examiner l'instrumentum au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Il y a des accords qu'on a signés. Ça va venir bientôt. Je dois me retrouver là-bas avec mes collègues sectoriels pour défendre. Cette phase, ça peut faire même une année. Après, alors, vous avez la notification, le dépôt des instruments de ratification acquis de droit. OK, supposons que tout ça, c'est fait. Le dernier aspect, et c'est là que vous touchez le point, c'est maintenant les initiatives. Les initiatives. Secteur privé pour des investissements, secteur public, problème de sécurité, avec des accords sectoriels. Dans chaque accord que nous signons, il y a nécessairement des clauses de transition qui permettent des adaptations, quel que soit l'accord, ZLECAf, bilatéral. Deuxièmement, et là je vous rejoins, il faut des initiatives internes. Là, le travail au niveau du gouvernement, c'est d'abord la vulgarisation, c'est l'organisation des initiatives. Et ici, au ministère, j'ai déjà donné des instructions qu'en matière de partenariat ou de coopération en général, nous devons maintenant changer d'approche. Il faut associer le plus possible les opérateurs économiques, surtout ceux qui sont organisés. J'ai déjà envoyé une équipe, j'ai déjà écrit à la FEC, quand on est revenu de la signature des accords avec les Émirats arabes unis et avec la Turquie, j'ai déjà écrit à la FEC pour dire que je voudrais rencontrer le responsable de la FEC, et même à la conférence diplomatique que nous allons tenir d'ici quelques semaines, la FEC va prendre part activement pour nous dire, voici ce que nous vous avons amené en termes d'opportunités, comment les opérateurs économiques, même la Copemeco, je crois, pour les petites et moyennes entreprises, les FPI, les fonds de promotion de l'industrie, la NAPI, les ministères de l'économie, tout le monde, tous les partenaires publics et privés, voilà, nous comme affaires étrangères, nous comme coopération internationale, voilà les opportunités. Dites-nous comment vous allez les utiliser et qu'est-ce que vous attendez encore de nous. Là, vous permettez, là, vous avez raison. Je m'adresse à mes compatriotes. Personne ne fera le bonheur des Congolais. C'est nous-mêmes. Il faut être entreprenant. Il faut être dynamique. Il faut de l'audace. Qui n'a jamais réussi, c'est celui qui n'a jamais pris des initiatives. L'audace constructive, elle est nécessaire. Il faut oser. Il faut avoir des idées. Ce dynamisme-là, le président Félix Antoine Tshisekedi en a besoin. Il fait son travail depuis son arrivée au pouvoir parce que on dit il se promène trop. On raconte mille et une choses sur ça. Mais les États-Unis, vous savez combien de missions, de hauts fonctionnaires, les hommes politiques américains font à travers le monde? La Chine. Toute la guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est la recherche des marchés de part et d'autre. Donc, le président est resté dans cette ligne de conduite pour dire nous sommes ouverts à tout le monde. Pas de relations privilégiées. Traditionnelles, oui, mais pas privilégiées au point d'exclure. Donc, vraiment, merci pour la question. Je dis aux compatriotes, nous sommes en train de vous amener les instruments de gestion, il faut en tirer profit. Au début du mois de février, le président de la République passe la main à son homologue sénégalais, Macky Sall, à la tête de l'Union africaine. Est-ce que la République a gagné? Une année, le président est sorti, il est allé à plusieurs endroits. Est-ce que la République a gagné? Il a gagné quoi? Oui, a gagné quoi? Oui, en effet, c'est la question. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Si vous prenez les gains au niveau commercial, il dit tout de suite, oubliez ça. Les gains, il est d'abord un gain politique et diplomatique. C'est le fait que la RDC est considérée de plus en plus comme un des piliers de l'Union africaine. Le président arrive, quand il arrive, la fonction de président en exercice est une fonction protocolaire. Et on n'a pas manqué de le rappeler. Mais Tshisekedi, il a donné un contenu à cette fonction, un contenu actif. Le président en exercice désormais, c'est celui qui suit, qui prend des initiatives, qui est en concertation permanente avec la commission, avec le président de la commission de manière plus précise. C'est ce président qui est aux Nations Unies, qui est à l'Union européenne,
qui est au mouvement de non-alignés à Belgrade. Il y a quelques mois, il n'est pas parti, mais il a mandaté quelqu'un. Ce président qui est à tous les fronts importants auxquels l'Afrique doit participer, devant tous les défis, pour être non pas un témoin de l'histoire, mais un des acteurs de l'histoire. C'est ce président qui est dans le conflit du barrage éthiopien, en train d'initier la rencontre de Kinshasa. Et qui, avec des fortunes diverses. Il y a une fortune diverse, mais une fortune. On ne pas parler d'échec de la réunion de Kinshasa. Pas d'échec. Je suis désolé, je suis désolé. La gestion de conflits internationaux ne se fait pas par des ukases, c'est-à-dire des décisions imposées. Ce sont des processus de négociation. N'oubliez tout de même pas que ce conflit, ça fait 10 ans. Oui, mais... N'oubliez tout de même pas que c'est peut-être la première, ou l'une des premières fois, où on voit cette réunion au niveau ministériel, et on est arrivé presque à la solution. De toutes les façons, il y a des acquis. Mais oui, c'est un processus international. On ne fait pas comme ça. Kinshasa a eu l'avantage de mettre les partis d'accord sur certains principes fondamentaux. L'admission, disons, l'octroi au président du pouvoir de se faire assister, se faire accompagner par des observateurs. L'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique du Sud, pour ne pas les citer, avec d'autres. Et nous avons travaillé aussi. Il y a eu un résultat. C'est tout le monde s'est dit qu'on acceptait la déclaration de principe qui avait été signée à 4-5 ans. Il y a eu un résultat. Le résultat, c'est que on s'est mis d'accord sur le fait que nous devions continuer les discussions. Le premier président qui prend son avion et qui fait le tour de 3 pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Après moi-même, je suis parti. Nous sommes mis d'accord. Il y a eu un cahier, si vous voulez, qui reprenait des divergences et des convergences que j'ai déposé. Nous devrions avoir la reprise de négociation au mois de décembre. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous savez, parce que des médias, le Soudan, ça dérape. Le président m'a envoyé encore là-bas. Par exemple, l'accord qu'on a obtenu, ça a volé à l'éclat. L'Éthiopie, après les élections, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, l'Éthiopie. Mais nous avons travaillé, j'ai des documents, je peux vous montrer, avec d'autres pays. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, la RDC fait partie de plusieurs organisations. Il y a un problème aussi des cotisations dans toutes ces organisations. Alors, pourquoi ne pas se déconnecter de certaines organisations moins importantes pour se concentrer à celles qui sont beaucoup plus importantes? Parce que le problème des cotisations, ça fragilise aussi les budgets. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne prends pas que la dimension cotisation. Ça signifie que, bon, si on a de l'argent, on peut y rester. Non, il y a effectivement, il faut faire un peu d'économie, de ressources. Mais l'utilité relative de chaque adhésion, il faut qu'on étudie. C'est un problème réel. D'autant plus qu'on va de plus en plus vers l'intégration. Je vais vous dire que le travail de réflexion est en train de se faire. Le chef de l'État en est conscient. Il y pense aussi. Et il ne faut pas oublier que quand le Congo se retire d'une organisation sous-régionale, il y a aussi des implications compte tenu du fait que nous avons 9 voisins. Il a parlé de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Vous savez que 6 de nos 9 voisins, 5 sont membres de cette organisation. 5 de nos 9. Savez-vous que parmi le 6, comme je viens de le dire, qui sont membres aujourd'hui, il y a 5 qui partagent avec nous des frontières. Je me répète, mais le problème est pris de 2 côtés. Est-ce que le Congo peut manquer à la communauté de l'Afrique de l'Est, sans compter le mouvement migratoire depuis le 19e siècle avec le tipo-tipo, sans compter le partage culturel de la langue swahili, sans compter le port de Mombasa, il y a aussi le port tanzanien ici, le nom m'échappe un peu, tout cela. Donc nous devons faire une bonne réflexion, pas des états d'âme
tant du point de vue des coûts et avantages, que du point de vue de notre sécurité. Voilà, le président de la République a pris les flambeaux de CAC. Les priorités, est-ce qu'on peut en savoir un peu priorité? Bon, je crois que il y a... Quelle est la touche congolaise que nous allons apporter? Bon, le président a donné quelques idées. Et ça va s'enrichir, mais il faut d'abord savoir quel est le problème majeur que nous avons, ou quels sont les problèmes majeurs qu'on a à la CEAC. La sécurité. Le problème de sécurité. Et là, c'est une priorité pour la RDC, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons ce problème. Quel est le problème? Quelque part, n'ayons pas honte. L'Afrique centrale est un peu le ventre mou en matière de développement économique de l'Afrique. Il y a une série de projets qui existent. La mise à l'exécution de projets en matière de communication, en matière donc de transport et de communication, en matière douanière, mouvement des biens et des personnes. Ça, c'est une priorité, d'autant plus que, n'oubliez pas quand même, que l'Afrique est entrée dans la dynamique de la ZLECAf. C'est aussi une priorité. Et dans la foulée aussi, il y a un dossier important. C'est quoi celui qu'il a évoqué? Toutes ces histoires de refoulement. Il faut renforcer la coopération. Et nous avons déjà fait un pas avec nos amis, nos frères de l'autre côté du fleuve. Il n'y a pas longtemps, on a signé un accord en matière d'énergie. C'est tout cela, promouvoir toutes ces dynamiques-là. Évidemment, il y a aussi la concertation régulière sur le problème majeur de l'Afrique. Mais fondamentalement, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de développement économique. Nous avons des projets. Il faut que le Congo amène sa touche, son impulsion pour qu'on avance. Monsieur le vice-premier ministre, c'est depuis 1 heure que nous échangeons. Plusieurs sujets ont été abordés. On n'aura pas fini tout ce qui a été fait aux affaires étrangères et tout ce qui est à faire en 1 heure. Vous allez terminer de façon plus succincte. Les diplomates, les nouveaux, ont été nommés. Vous avez dit principalement d'abord dans les pays qui sont membres du Conseil de sécurité, et puis viendront d'autres. Qu'est-ce que vous leur dites? Et en disant à nos téléspectateurs ce que vous leur dites, ce qu'ils doivent faire dans leur pays, ou dans les pays où ils sont désignés comme ambassadeurs, et la conférence diplomatique qui se tient, en quelques lignes, vous direz à nos téléspectateurs ce qu'ils peuvent attendre de cette conférence diplomatique. Allez protéger tous nos compatriotes qui sont là où vous êtes. Voilà, 3 missions qui sont claires. Faire rayonner la République démocratique du Congo, chercher des partenariats pour la République, diplomatie de développement et la protection de nos compatriotes qui vivent dans ce pays-là. Conférence diplomatique, c'est une pratique, pour ne pas dire la règle, c'est une coutume dans les États qui sont organisés pratiquement chaque année. On réunit les diplomates, on fait l'état des lieux partout, on fait des ajustements, on écoute le chef de l'État, on a commencé par là, le premier diplomate de la République, l'autocritique aussi de ce que nous faisons, la gouvernance diplomatique, comment nous la conduisons, mais aussi c'est le lieu de l'écoute de nos partenaires à l'action diplomatique. Je vous ai exposé longuement cela, et vous avez posé un problème, qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice? La sensibilisation. Ça, c'est une dimension que nous allons apporter par rapport à tous les accords que nous avons signés. Il y a eu les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Ouganda d'ailleurs, la route a déjà commencé, le Rwanda, le Burundi, bientôt le Qatar. Je cite ce pays un peu, mais la liste est longue. Il faudra que, avec nos partenaires à l'action, l'AFEC, l'organisation, soit c'est Copameco, le témoin des entreprises, j'ai cité les partenaires publics, le ministère du Plan, tout ce monde-là, nous allons nous retrouver. Je crois que c'est du 24 au 28 février. Le chef de l'État a donné des instructions, les facilités sont là, les documents sont déjà là. Si on va le 24, le 28, c'est compte tenu de l'agenda diplomatique, nous devons nous réunir nous tous. Après ceci, vous devez être là pour réfléchir
sur la façon la meilleure de mettre en application la politique extérieure du pays telle que définie par les chefs d'État. Le ministère de la coopération, l'intégration régionale et de la francophonie sera aussi partie prenante. Voilà la conférence diplomatique. On ne fera pas de miracle. Merci. Mais nous devons tous travailler la main dans la main pour le bien de la République. Prochainement, nous vous fixerons rendez-vous à ce même ministère pour d'autres informations et d'autres détails.